Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À quelques semaines de la rentrée en France et alors même qu'un nouveau gouvernement n'a pas encore été nommé, j'ai invité Jean-Michel Camison, président de Clameur, à venir expliciter au micro son analyse du blocage du marché de la location en France. Alors le sujet peut vous paraître un peu commun, voire banal, et pourtant il s'agit d'un professionnel qui s'exprime sans détour ni contrainte langagière, ce qui fait de lui l'un des meilleurs pédagogues sur la question. Jean-Michel Camison, bonjour. Bonjour. Nous sommes en plein cœur de l'été et la chaleur n'est pas toujours au rendez-vous en France. Est-ce que le marché de la location reste toujours aussi compliqué que la météo et la vie politique de notre pays ? Contrairement à la météo qui est un petit peu changeante, le marché de la location immobilière, lui, ne change pas. Il est à l'arrêt depuis maintenant quasiment 2 ans. Oui. Et on ne voit pas d'embellie, on ne voit même pas de pic d'activité. C'est très constant, c'est-à-dire qu'en fait, on a un volume de location qui a énormément chuté. Ça avait commencé mi-2022, tout 2023 et 2024 va être à mon avis une année très très dure également. On est sur des chiffres en nombre d'actes, en nombre de locations qui sont de l'ordre de moins 25 à moins 30, ça dépend un petit peu des régions. Et donc là ce n'est pas une question de mauvaise volonté des locataires pour louer. Non, le problème, c'est qu'il n'y a rien à louer. Donc en fait, le problème principal est un problème de pénurie. Le parc locatif est figé, c'est-à-dire que on a des demandes par le bas de jeunes actifs qui ne trouvent pas preneur parce qu'en fait, le fait de changer d'appartement d'un studio vers un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces, ça ne se fait plus parce que par le haut, les locataires qui louent des grands appartements ne pouvant pas acheter ou ayant des difficultés pour acheter, soit des difficultés de financement, soit des difficultés de prix parce qu'ils trouvent les prix trop chers, figent le marché de la location. Oui, donc aujourd'hui, en fait, on a très peu d'offres et dès qu'on a des offres, on a 40, 50 dossiers par offre. Donc on est obligé aujourd'hui d'arrêter le nombre de dossiers par offre. Moi, j'en prends 5 et puis je fais savoir aux autres que ce ne sera pas possible et qu'on réouvre après. Donc en fait, le principal problème est avant tout un problème d'offre, est un problème de pénurie. Nous n'avons pas d'appartements à louer. Oui, c'est tout un système qui s'est en fait figé et qui s'est, il me semble, figé encore plus depuis quelques semaines, depuis que la France vit une situation politique difficile, puisque alors qu'on avait parlé d'une légère reprise de la transaction, elle est à nouveau complètement gelée, ce secteur de la transaction. Et donc, on est à nouveau dans une situation de domino et la location ne va pas aller mieux si la transaction ne va pas mieux. C'est ça ? 100% d'accord. Je crois que le maître mot, quand il s'agit, et je reviens sur le côté transaction, le maître mot, c'est la confiance. Le français est dynamique quand il a confiance. Et en ce moment, je ne vois pas en quoi on peut avoir confiance. C'est même plus en qui, c'est en quoi. La confiance a disparu. On est dans une situation, dans un marasme politique incroyable où un président, suite à des élections européennes, décide de dissoudre l'Assemblée avec une incertitude énorme sur la constitution de cette future Assemblée, avec des résultats qui ont été particulièrement étonnants sur le premier tour et on va dire particulièrement désastreux sur le deuxième, puisque globalement, les forces en présence ont fait en sorte que la volonté des Français ne puisse pas s'exprimer. Bon, ok. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une Assemblée nationale qui n'est pas gouvernable, qui n'a pas de majorité. Donc, la France devient ingouvernable. Dans ce contexte-là, on peut comprendre l'ensemble des Français qui se disent je vais attendre un petit peu avant de faire quelque chose, avant d'investir quelque part, avant de vendre ou d'acheter. Donc, la confiance qui, pour moi, dans l'immobilier est le maître mot du dynamisme, aujourd'hui, n'existe pas. La crise économique, la crise du logement, même Emmanuel Macron a fini par lâcher il y a une semaine ou deux que effectivement il était un peu passé à côté. Il suffirait juste qu'il écoute les professionnels. Ça fait 2 ans qu'on lui dit qu'on va dans le mur en klaxonnant. Là il a quand même reconnu qu'il était passé un peu à côté du sujet. Le sujet n'a pas évolué. Et je veux dire,
il a même été mis entre parenthèses par cette situation politique qu'on connaît en ce moment, cette incertitude politique qu'on connaît en ce moment. Hein. On n'a pas de Premier ministre, on n'a pas de gouvernement et on a une Assemblée qui n'a pas de majorité. Donc franchement, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, et pourtant, cet Emmanuel Macron qui avait lancé un «Je vous ai compris» pour le logement avait redonné un petit peu d'espoir, mais tout est retombé à plat. Et son «Je vous ai compris» n'a pas du tout eu le même effet que celui de Charles de Gaulle à l'époque. Ah, Non, du tout. celui de Charles de Gaulle, c'était en Algérie. C'était un sujet extrêmement difficile. Moi, je pense que Emmanuel Macron ne nous a pas compris. Alors, je parle Oui. de nous au sens des professionnels, mais pas que, des Français, tout simplement. La seule phrase qui m'a semblé sensée, il a dit lors du premier tour des élections législatives, les Français ont exprimé des volontés fortes par leur choix politique. Hein, donc, on va dire par les sujets qui sont portés par ces partis politiques, hein, sécurité, santé, éducation, voilà, ce sont des sujets importants. Et donc, les Français ont voté dans un premier tour pour bien montrer, on va dire, au gouvernement en place que certains sujets, et la plupart, n'étaient pas pris en compte. Et le deuxième tour de l'élection montre que les Français ne veulent pas être gouvernés soit par une extrême droite, ni par une extrême droite, ni par une extrême gauche. Donc on est dans une situation ubuesque où les Français ont fait savoir par voie de vote quels étaient les sujets importants sur lesquels ils étaient inquiets. Et ils ont fait savoir sur le deuxième tour qu'il fallait trouver une autre solution que le Rassemblement national ou les LFI. Emmanuel Macron a un sacré challenge devant lui. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Ça s'appelle Mission Impossible. Ça ressemble un peu effectivement à une mission impossible. Oui. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation. C'est impossible. Notamment parce que la question du logement reste malgré tout. Et justement, la députée Annaïg Le Meur vient de rendre un rapport dans lequel elle propose, pour justement relancer l'offre de logement en France, une vaste remise à plat de la fiscalité des meublés de tourisme pour l'aligner cette fois-ci sur la fiscalité des locations de longue durée. Est-ce que c'est là effectivement une solution possible pour relancer l'offre de logement en France et donc aussi revigorer le marché de la location privée? Alors, c'est un bout de solution. Oui. Encore une fois, et c'est malheureusement souvent le cas quand on réfléchit à des solutions, on a tendance en fait à surindexer, surtaxer plutôt que de rendre la chose plus facile ou plus rentable. Bon, surtaxer le loyer touristique, on va dire oui, parce qu'il y a quand même un truc extraordinaire, hein, c'est que le loyer, le meublé classique, le meublé pérenne ou le meublé touristique bénéficie d'avantages fiscaux que le parc locatif pérenne n'a pas. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, vu la pression fiscale, vu la difficulté pour un propriétaire bailleur aujourd'hui d'avoir un investissement qui soit un tout petit peu rentable, je ne parle pas de rentabilité de fou, hein, il y a une rentabilité correcte, c'est aujourd'hui sur l'immobilier, c'est quand même moins qu'un livret d'épargne, hein, c'est moins de 3%, on est plutôt à 2,5%. Donc, on a un problème de base qui est que globalement l'investissement locatif aujourd'hui est peu rentable, extrêmement chronophage, peu incitatif sur plein de domaines, pas uniquement le domaine de la rentabilité, mais également les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que propriétaire sur le quotidien, dans le cadre d'une copropriété où on n'a pas la main, où globalement il faut se battre au quotidien pour essayer de conserver la valeur de son bien. Donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, mais il faut être un tantinet masochiste pour aller vers de l'investissement locatif. Donc, Annaïg Le Meur, que je connais et dont la réflexion sur le sujet du meublé, à mon avis, est intéressante. D'ailleurs, on en a beaucoup discuté avec elle. Oui, c'est bien de dire, OK, il y a aujourd'hui un avantage fiscal sur le meublé touristique qui est quand même la partie de l'immobilier qui vide le parc locatif pérenne. C'est-à-dire que le constat qu'on a fait depuis des années, parce que bon, c'est pas d'hier, ça a une quinzaine d'années, c'est que oui, au départ, on était sur un parc locatif pérenne, c'est-à-dire qu'on louait pour loger des familles, pour loger des gens qui travaillaient, etc., qui avaient besoin de trouver un logement dans la zone dans laquelle ils travaillaient. Derrière, il y a eu effectivement le meublé. Alors, le meublé, c'est intéressant. On pouvait louer un tout petit peu plus cher, 10% plus cher. On avait un bail qui était un peu moins long. C'était pas 3 ans, c'était 1 an. Encore que ça change rien dans les faits, hein, puisqu'un locataire qui veut rester, il reste.
Et on pouvait en plus bénéficier du LMNT, donc de ce dispositif fiscal qui était intéressant, qui est une sorte de mini-amortissement sur lequel on pouvait défalquer de manière forfaitaire ses charges. C'était simple, ça marchait bien. Et donc, oui, on a une part du parc locatif pérenne qui a glissé vers le meublé. Et ensuite, avec la demande forte de meublés touristiques, avec l'avènement d'Airbnb ou Abritel, etc., certains sont allés encore un peu plus loin en disant moi, je vais faire du meublé touristique, surtout au début. C'était, on va dire, ça passait en dessous des radars. Les prix pour un petit 2 pièces, c'était 200 balles la nuit, mais 200 balles la nuit par 31 jours ou 30 jours, vous vous rendez compte ce que ça fait comme loyer pour un 2 pièces. Donc, et oui, il y a un intérêt financier évident, on passe un peu en dessous des radars. C'était une sorte de planque. Et donc, mettre fin à ça me semble être effectivement le premier point. Mais moi, j'aurais réagi à l'envers. J'aurais pas surtaxé le meublé, j'aurais rendu le pérenne plus attractif. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. En rendant le meublé touristique moins intéressant, on espère pouvoir faire revenir dans un parc un petit peu plus long, que ce soit du meublé classique ou du pérenne, les investisseurs. Je ne suis pas convaincu. Et même si je pense que ça peut avoir une incidence, elle ne sera jamais aussi forte qu'une véritable incitation ancrée dans le temps, parce que on est dans l'immobilier. L'immobilier, c'est avant tout un temps long. Donc, un investisseur ne fait pas un coup. Il n'achète pas pour revendre 6 mois après. On n'est pas à la bourse. En général, d'ailleurs, et dans l'immense majorité des cas, les investisseurs bailleurs sont des gens qui font ça pour un complément de retraite, pour pouvoir laisser quelque chose à leurs enfants. Donc, on n'est pas du tout dans une dynamique boursière où on achète parce qu'on sait qu'on a une rentabilité, donc là, on va acheter du total, où on achète très peu cher parce qu'on pense que ça va grimper. Non, là, on est dans quelque chose de très simple, où globalement, on n'a pas beaucoup de rentabilité, on espère pouvoir faire une petite plus-value à la revente, mais surtout, c'est un complément de loyer ou c'est un patrimoine qu'on veut céder. Donc, l'approche est radicalement différente. Donc, moi, avant tout, je me serais occupé plutôt de ces gens-là qui représentent le gros de l'offre. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le parc privé locatif, c'est 7 millions de logements. Le parc HLM, c'est 6. On ne parle que du social, mais le parc locatif privé, il a 1 million de logements de plus. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'intermédiaire dont on ne sait pas quoi faire. Et là aussi, je ne comprends pas que nos politiques, on peut comprendre quand on leur demande de s'expliquer, et surtout Bruno Le Maire, il lui dit oui, mais c'est très cher à financer. Oui, il fallait s'y prendre un tout petit peu plus tôt, plutôt que de faire l'autruche. L'intermédiaire, c'est quoi? L'intermédiaire, c'est une partie du parc locatif qui est entre le libre et le social. Donc, en gros, c'est du Pinel. Alors, quand on est dans le privé, et que nos promoteurs nous fabriquaient du Pinel, qui était réservé donc à des investisseurs bailleurs, parce que c'était uniquement pour être loué, on avait un plafond de revenus pour le locataire et un plafond de loyer pour le propriétaire. Le loyer intermédiaire, il est issu, lui, plutôt du parc social. Il est un petit peu plus haut de gamme que le parc social et en fait, il répond et surtout, il est régi par exactement les mêmes contraintes que le Pinel. Donc, le Pinel a disparu. Très bien, on n'a pas eu de nouveaux incitatifs fiscaux sur l'investissement locatif. La fin du Pinel marque globalement la fin de ses avantages, de ses niches fiscales. Oui. Et on a aujourd'hui du parc locatif intermédiaire qu'on aimerait bien voir booster un petit peu plus et qui est 100% réservé aux institutionnels ou au social. Pourquoi ne pas ouvrir le parc locatif intermédiaire au privé? Ce serait une solution. Je pense qu'il y aurait beaucoup de privés qui seraient intéressés. Et ils étaient intéressés par le Pinel, par le Borloo, par le Duflot. Non, personne n'a jamais été intéressé par le Duflot, d'ailleurs, il n'y en a pas. Ça a été le bid le plus retentissant des niches fiscales. Mais voilà, donc des solutions on en propose depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, mais toutes les solutions qu'on a proposées est de rendre attractif le parc locatif pérenne, c'est-à-dire les gens qui habitent et qui travaillent, pas les touristes. Les touristes, il y a les hôtels, il y a ce qu'on veut, donc Airbnb c'est très bien, je dis pas, mais pourquoi favoriser ce pan d'activité au détriment des Français qui ont besoin de se loger tous les jours, des jeunes actifs, des étudiants, on leur donne pas la main. Et au fond, on attend un grand soir de la fiscalité immobilière. De toute façon, ça passera par là. Redonner de l'attractivité, ça passe forcément
par un bout de fiscalité. Mais on peut être intelligent. Je veux dire, la fiscalité, elle peut être partagée. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé sur, et on s'en était déjà parlé, on a beaucoup travaillé sur un amortissement, donc quelque chose qui serait une incitation fiscale, qui serait ou comptable, qui serait inscrite dans le temps, c'est-à-dire pour une durée très longue, ce ne serait pas une niche fiscale à la Pinel. Un propriétaire d'ailleurs pourrait bénéficier d'un amortissement s'il loue son appartement, et cet amortissement pourrait être progressif en fonction du niveau de loyer, inversement progressif en fonction du niveau de loyer. Donc en gros, plus vous mettez un loyer bas, plus votre amortissement est élevé. Et donc ça pourrait naturellement tirer les loyers vers le bas, ou tout du moins éviter qu'ils progressent trop vite, parce qu'effectivement le propriétaire aurait un intérêt. Et on peut même aller au-delà en disant, pour tous travaux de rénovation, on peut avoir un suramortissement. Oui. On a échangé avec Bruno Le Maire sur ces sujets-là, et en fait, le seul argument qu'il nous donne, c'est le coût. Il dit, vous vous rendez compte, aujourd'hui, j'ai 7 ou 8 niches fiscales qui ne sont pas arrivées à terme, parce qu'une niche fiscale, en général, elle a 9 ans, elle part pour 9 ans avant de s'arrêter. Donc j'ai oui, mais l'arrêt de l'un et le début de l'autre vont se faire en biseau. Ça va être les niches fiscales vont décroître progressivement, et puis l'investissement locatif pérenne sur la base d'un amortissement va grimper progressivement également. Bon, on n'a pas été super bien entendu, mais je pense qu'avant tout, ça passe par là. Redonner de l'attractivité à l'investissement locatif de longue durée est, à mon avis, la clé. C'est bien de surtaxer le Airbnb, mais c'est une petite solution. Je veux dire, c'est pas ça qui mettra fin à la crise. Et en attendant, le logement va donc poursuivre sa descente aux enfers. Alors, il faut peut-être rendre à César ce qui appartient à César. Cette phrase-là, elle a été tirée d'une mention sur LinkedIn, un commentaire qu'a fait Henri Buzicazo. Si vous le voulez bien, je vais lire la phrase complètement, et puis comme ça, vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord avec Henri. Il faut voir les choses en face. Le logement va poursuivre sa descente aux enfers sans intervention gouvernementale possible, tant qu'un autre Premier ministre n'aura pas été nommé. Terrible. Et on doute que pour le sauver, le président de la République anticipe sa nomination. 3 petits points. Mettre des horloges, arrêter le temps de l'action publique est assassin. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue posé par Henri Buzicazo sur ses réseaux sociaux ? Oui, totalement. Mais oui. Il dit avec son verbe haut habituel, Henri a toujours une très jolie plume, ce dont on a débattu il y a quelques minutes. En gros, il dit, tant qu'on n'aura pas de gouvernement fort, on n'aura pas de confiance. Et sans confiance, on n'aura pas de redémarrage. On ne peut être que d'accord avec lui. Et pas de redémarrage, ça veut dire pas de logement, ce qui est quand même extrêmement grave. Pas de redémarrage. Comme aujourd'hui, la problématique sur le logement est une problématique qui est beaucoup plus large, on va dire, qui n'est pas que le logement, qui est une problématique immobilière au sens large, de construction, de normatif, de rénovation. La confiance est indispensable pour tout. Et bien évidemment, c'est le logement en tête de liste qui aura le plus de difficultés à redémarrer si effectivement il n'y a pas une véritable volonté. Moi, je trouve que depuis maintenant quasiment 25 ans, on n'a pas eu de politique du logement. On avait eu des choses, mais il n'y a pas eu une vraie politique du logement. Il n'y a pas eu une remise en cause profonde de ce qu'on veut faire avec le logement. Alors on entend évidemment de partout, le logement est un droit inaliénable. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est un droit inaliénable que globalement un propriétaire privé peut se faire spolier de son bien ou peut avoir un locataire qui paye pas ad vitam aeternam et qu'en plus, comme c'est un bien qui n'est pas délocalisable, c'est facile de le taxer. Comme je sais que vous aimez bien mes petites expressions, il y en a une que j'apprécie particulièrement et qui reflète bien globalement ce que la fiscalité du logement, enfin de l'immobilier, c'est piquer dans la sibille d'un aveugle. C'est-à-dire que vous voyez un aveugle avec sa petite coupelle, la sibille, là, il a quelques pièces dedans. C'est très très facile d'aller chercher une pièce dans la sibille d'un aveugle, puisque de toute façon, il ne voit pas, et puis il ne vous voit pas venir. Donc voilà, ce que fait le gouvernement avec sa politique fiscale depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est piquer dans la sibille d'un aveugle, puisque globalement, que voulez-vous que le propriétaire fasse ? Rien. Son bien n'est pas délocalisable. Il a une pression législative qui lui interdit à peu près tout mouvement. Alors, on voit bien que les seules échappées possibles, ils les ont bien utilisées. C'est le meublé touristique. Je veux dire, comme tout le reste ne rapporte rien, voire coûte,
on va aller là, ça a l'air mieux. Et ensuite, on se retrouve dans des situations comme celles qu'on connaît, où globalement, on a un parc de meublés touristiques qui ne loge pas les Français. Alors que le besoin, il est toujours aussi important. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il n'y a pas assez de logements, ça fait 20 ans qu'il n'y a toujours pas assez de logements. Donc voilà, pour moi, la fiscalité est évidemment le nerf de la guerre, mais pas que. C'est-à-dire que il faut que ça soit une fiscalité qui soit incitative et il faut que les efforts consentis par les propriétaires soient récompensés par une meilleure fiscalité. Ça doit marcher dans les deux sens. Et autrement, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on bénéficie d'un effet d'aubaine. Globalement, les niches fiscales, c'est ça. Puis, on les a appelées comme de plein de noms, hein, mais il y en a eu plein. Dans l'eau, Pinel, ce que vous voulez. Ça reste des niches fiscales. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à l'instant T en se disant, de toute façon, celui-là, je ne le reconduirai pas, il y aura autre chose. À un moment donné, il faut se dire, il faut arrêter le ponctuel pour passer sur du pérenne, quelque chose qui tient dans le temps, qui ne bouge pas, de manière à ce que les investisseurs puissent se projeter, puissent avoir une visibilité sur ce que ça va leur coûter, ce que ça va leur apporter, pouvoir négocier leur crédit sur une période qui leur convient. Voilà. Pour moi, le premier point sur le logement, c'est redonner de la confiance et redonner, on va dire, une capacité incitative à l'investissement dans le logement. Oui, et si je peux me permettre, il est toujours utile de regarder un petit peu derrière soi. Eh bien, au XVIIIe siècle, on a réfléchi sur le droit de propriété, évidemment. Et puis la Révolution française a été aussi générée par cette soif de droit qu'avaient les Français. Il n'y avait plus de droit. Et on se trouve, au fond, exactement dans cette situation-là. Le droit de propriété n'est plus respecté et le droit, parfois, est un peu fluctuant et en tout cas trop mouvant pour les citoyens. Alors, le droit de propriété, vous avez raison, en fait, on se rend bien compte au travers d'une série de lois qu'on vient grignoter de ci, de là. L'encadrement des loyers est un petit coup de canif dans le droit de propriété. On tord en fait l'offre et la demande avec des résultats que je considère comme mauvais. Alors, le seul bénéfice de l'encadrement des loyers, et encore sur Paris, a été effectivement d'arrêter les abus sur les toutes petites surfaces, parce que là, il y avait beaucoup d'abus. Mais globalement, toutes les études qui ont été faites depuis l'encadrement des loyers ne montrent pas d'augmentation. Ou une augmentation qui est très souvent inférieure à l'IRL, inférieure à ce qu'on a le droit de faire, ce que le propriétaire a le droit de faire. Donc, l'encadrement des loyers n'a en aucun cas fait baisser les loyers. Et par contre, il a fait baisser le parc locatif, puisque l'encadrement des loyers, même s'il n'a aucune incidence et que globalement, ça ne change rien sur le loyer qu'on pourrait pratiquer, la confiance du propriétaire, elle est mise à mal. On m'encadre mes loyers, mais pourquoi Donc, même s'il pouvait louer au loyer qu'il veut, ou tout du moins au loyer marché, hein, pas déconner, parce que si vous mettez un bien hors marché, il ne se trouve pas, puis c'est tout. L'encadrement des loyers a eu un effet pervers sur la confiance de l'investisseur. Et c'est ça qu'on dit. En fait, c'est ça qu'on reproche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part sur quelque chose qui est censé limiter ou brider ou une forme d'avantage, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'en bridant juste ce petit avantage et en ne regardant pas l'ensemble du dossier, on a des propriétaires ou on a des acteurs qui vont ailleurs, qui vont chercher mieux ailleurs. Donc c'est le meublé touristique et il y a d'autres exemples comme ça. Donc pour moi, le nerf de la guerre passera par une refonte totale de la politique du logement. Donc ça veut dire déjà un ministère régalien, un vrai ministère, pas un sous-ministère, pas un secrétariat d'État, un ministre qui connaît le métier, qui connaît ce milieu et qui va réfléchir à quelque chose qui remet en cause globalement ce qu'on connaît maintenant depuis une trentaine d'années. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura un marché du logement qui reprendra des couleurs. Mais il ne va pas se passer grand-chose dans les mois qui viennent. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, c'était le parc locatif, le marché de la location dans tous ses états, dépeint par Jean-Michel Camison. Un grand merci de cet entretien. Et puis, je suis persuadée qu'on se retrouvera à la rentrée. Avec plaisir, Anne-Sandrine. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Et puis, merci pour votre interview. Merci.